Philippe Jeuquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur d'une grande école d'ingénieurs Unilassal et puis vous êtes président de la FESIC et c'est à ce titre finalement que nous vous recevons aujourd'hui, donc non pas tant pour parler d'Unilassal, mais pour parler des grandes écoles de management. Alors ce que je vous propose, c'est déjà de nous dire très rapidement ce qu'est la FESIC. Donc, la FESIC, c'est la Fédération des écoles supérieures d'ingénieurs des écoles reconnues d'intérêt collectif, voilà. Donc en fait, qui regroupe des ESPIG pour la plupart, donc c'est une trentaine d'écoles, 19 écoles d'ingénieurs, 7 écoles de management, voilà, et 4 écoles qui sont Psychoprate, l'école française de la mode, donc des écoles qui toutes sont à un niveau Bac plus 4, quasi toutes à Bac plus 5, donc qui pour la plupart appartiennent également à la conférence des grandes écoles. Alors, on est à quelques semaines des grands choix à Parcoursup. Il va falloir confirmer ses vœux et puis pour un certain nombre de terminales, choisir une grande école. Et ça, c'est un sujet qui vous préoccupe énormément depuis quelques temps. C'est la prolifération d'établissements qui utilisent le terme grande école, mais qui en fait n'en sont pas. Ouais. Alors, c'est vrai que... il y a la définition de ce qu'est une grande école, puis après, il y a tout l'enjeu du choix de l'école où on va faire ses études supérieures. Alors peut-être en introduction, ce que je dirais, c'est que le choix pour des études, c'est sans doute un des choix les plus importants de sa vie. Alors, il y a d'autres choix très importants, mais celui-là, il est vraiment... celui-là, il est déterminant par rapport aux matières, aux métiers qu'on envisage de faire, par rapport au positionnement que l'on pourra avoir dans les filières dans lesquelles on souhaite travailler. Et donc, c'est vrai que le choix de l'école est en cela, ou de la filière universitaire, est en cela déterminant. C'est vrai, comme vous le dites, pendant de nombreuses années, en fait, l'enseignement supérieur était dans un contexte, je dirais, relativement stable, avec des acteurs qui étaient bien identifiés. Et il se trouve que ces dernières années, avec une accélération qu'on a pu noter au cours, juste après la crise du Covid, on a vu apparaître des établissements privés, souvent à but lucratif, qui donnent des formations, qui ne délivrent pas de diplômes, mais des titres du RNCP, du Réseau national de compétences professionnelles. Et en fait, ces structures se sont montées. En fait, le cadre réglementaire est très léger pour monter ce type de structure. Et effectivement, on a vu apparaître un grand nombre de structures qui est venu déstabiliser un petit peu l'offre enseignement supérieur. Oui, mais est-ce à dire qu'il faut se méfier des établissements qui vous disent « moi, je propose un titre RNCP » ? Alors, le titre RNCP en soi, c'est un titre. Alors, c'est une formation qui est reconnue par le ministère du Travail, qui est assez exigeant pour les structures qui le portent. Donc, il ne faut pas dire tous les titres RNCP ne sont pas bons, pas du tout. Par contre, il faut être très vigilant, parce que comme il est possible, en fait, assez rapidement de monter une structure, d'avoir son titre RNCP, c'est compliqué, ou de louer un titre RNCP. Certains établissements n'ont pas de diplôme en propre, mais louent des diplômes, et c'est là où c'est très préjudiciable, parce que quelque part, n'importe qui peut monter une SARL, louer un titre, accueillir des étudiants, et par le biais de l'apprentissage, avoir une rémunération tout à fait correcte pour le service qu'ils apportent, et un décalage par rapport à ce qu'on peut considérer comme étant de l'enseignement supérieur. Vous connaissez que c'est compliqué pour une famille de s'y reconnaître. Alors, si on essaie de prendre cela par un autre côté, quels sont pour vous les critères à retenir pour faire le choix d'une grande école ? Alors, par rapport à ça, je dirais... Alors, je segmente toujours, en fait, l'enseignement supérieur en différentes grandes familles. Vous avez les établissements publics, vous avez des établissements qui s'inscrivent dans la mission de service public, donc qui peuvent être des établissements privés sous contrat avec l'État. Donc, ces établissements qui sont en contrat avec l'État, les publics et les ESPIG, justement, donc s'inscrivent dans la mission de service public, ont des contrôles réguliers par la commission du titre, par la CERS, par la CEFDG pour les écoles de management, qui sont autant de garanties apportées aux familles qui choisissent ces établissements. Ensuite, vous avez des établissements qui ne s'inscrivent pas dans les missions de service public telles que définies par le ministère de l'Enseignement supérieur, qui peuvent avoir des formations de qualité, mais leur finalité n'est pas
n'est pas d'accueillir des étudiants sur critères sociaux ou ne s'inscrivent pas dans certains critères, par exemple dans tout ce qui est politique de recherche, alors que c'est important, hein, puisque la recherche, c'est ce qui permet d'anticiper les changements à venir. Et dans une société qui est en profonde mutation, c'est loin d'être négligeable. Et donc, ces établissements ne sont pas en contrat avec l'État, sont à but lucratif, peuvent apporter des formations de qualité, hein, et voilà, il faut être vigilant par rapport à ces établissements. Et puis après, il y a une troisième catégorie d'établissements qui n'ont pas de diplôme reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur, qui se positionnent plutôt sur les titres RNCP, et c'est là où il y a plein d'établissements qui se sont créés. Certains font du bon travail, d'autres un travail plus aléatoire, et c'est vraiment là où il faut être vigilant. Hein, donc, vous voyez, quand vous dites certains font un bon travail et d'autres c'est plus aléatoire, c'est compliqué pour s'y reconnaître. Alors, pour s'y reconnaître, et pour les familles, pour les jeunes, voilà. Bon, un des premiers critères qui est vraiment une garantie de qualité, c'est en fait être une grande école. Donc ça, choisir une grande école, c'est déjà un premier critère. Une grande école, c'est des établissements qui sont évalués par l'État, qui donnent des diplômes conférant un grade, hein, un grade de master, donc Bac+5. Donc ça, une grande école, c'est le must, mais c'est un directeur de grande école qui vous le dit. Après, vous avez... faut regarder le diplôme. Voilà. Les diplômes reconnus par le ministère de l'Enseignement supérieur sont des diplômes qui confèrent des grades. Le grade de master pour les grandes écoles, le grade de licence, et par exemple les écoles d'ingénieurs ou les écoles de management depuis récemment peuvent sortir des bachelors conférant le grade de licence. Voilà. Donc ces établissements qui ont des diplômes officiels reconnus par le ministère de l'Enseignement supérieur, qui confèrent des grades, donc qui garantissent la possibilité de continuer ses études, qui garantissent la reconnaissance à l'étranger du diplôme, ça c'est le grade. C'est le grade de licence, c'est le grade de master, c'est le grade de doctorat. Et donc ça, c'est vraiment une garantie de qualité. Après, vous avez les établissements qui ne font pas l'objet de ces évaluations de la CERS, de la CTI, la CEFDG, qui ont des diplômes des titres RNCP ou qui ont quelquefois des diplômes maison, hein, qui peuvent donner du travail, mais dont la qualité n'est pas garantie par l'État. Et auquel cas, là, il faut vraiment faire attention par rapport à ces diplômes. Oui, mais là où c'est très compliqué, vous avez cité le cas du grade de licence pour les bachelors. Toutes les grandes écoles qui délivrent des bachelors n'ont pas eu le grade de licence, puisque c'est quelque chose finalement d'assez récent. Ouais. Donc vous avez d'excellentes écoles qui proposent des bachelors qui pour autant n'ont pas le grade de licence. Alors, si une école propose un bachelor avec grade de licence, c'est zéro risque. Il y a des écoles effectivement qui ont des bachelors qu'elles ont développés depuis très longtemps, et c'était le cas d'Unilassal, auquel cas, aller sur place, discuter avec les professeurs, savoir depuis combien d'années en fait cette formation est dispensée, quel est le taux d'insertion à la sortie. Donc c'est autant d'éléments qui peuvent indiquer sur la qualité de la formation. Est-ce que le fait qu'une formation soit dans Parcoursup est un gage par rapport à celle qui ne le serait pas ? Alors là, je suis catégorique. Oui, Parcoursup, c'est un gage de qualité. C'est-à-dire que toutes les formations qui sont dans Parcoursup le sont parce qu'elles sont à un niveau ou à un autre contrôlées par l'État. Une formation hors Parcoursup n'apporte pas cette garantie. Alors souvent, c'est pour des raisons commerciales qu'elles sont hors Parcoursup. Elles peuvent mettre la pression, demander des arts parce qu'elles donnent la réponse en février et espèrent que l'étudiant préférera la sécurité plutôt que d'attendre Parcoursup. Donc oui, Parcoursup, c'est un gage de qualité. Et c'est aussi un gage quelque part de sécurité pour le jeune, de respect pour le jeune. Parce qu'en fait, quand les résultats de Parcoursup tombent, le jeune a un vrai choix. Il y a des écoles qui ne l'ont peut-être pas mise, mais il y a d'autres écoles qui l'admettent. Il peut encore attendre quelques tours de moulinette. Et vraiment, aujourd'hui, Parcoursup est décrié par certains, sans doute par intérêt commercial. Je trouve qu'aujourd'hui, Parcoursup s'améliore d'année en année et est un vrai outil de choix pour les jeunes. Vous l'avez dit au début de notre échange, la situation dans l'enseignement supérieur, notamment privé, vous semblait relativement stable jusqu'au Covid, et c'est a priori l'alternance et l'effet d'aubaine pour un certain nombre de structures qui a beaucoup modifié les choses. Alors, l'alternance, c'est quelque chose de très bon, et pour les entreprises,
et pour les jeunes, pour certains types de jeunes, pour des jeunes voilà, qui sont même à des niveaux ingénieurs ou bac plus 5. Donc c'est un système qui marche très bien. À un moment donné, il y avait un volume d'aide financière énorme Alors, apporté par l'État. il y a eu un volume d'aide financière énorme apporté par l'État, parce qu'il ne faut pas remettre en cause le système parce que certains l'utilisent de manière abusive ou dans des formes qui ne sont pas très correctes. Ce qu'il faut simplement, c'est avoir vraiment un regard sur la qualité de la formation dispensée et payer au juste prix. Voilà. Il n'est pas normal d'avoir une super rentabilité sur une activité de formation. Ça peut même poser des questions un peu éthiques, de dire, faut pas qu'on tombe dans ce qui s'est passé avec les EHPAD et tout ça. Je veux dire, l'éducation, c'est un des biens les plus précieux d'une nation, et il faut que ce soit régulé. Hein. Donc, l'apprentissage est quelque chose d'excellent. Une formation qui n'est uniquement qu'en visio avec des cours en ligne, bah celle-là, peut-être, elle coûte 2 000 € à produire, et donc il faut peut-être la rémunérer à 2 500 €. Par contre, une formation d'ingénieur, on sait tout ce que c'est entre 10 et 15 000 €, et il faut la rémunérer à 10-15 000 €. Mais alors, est-ce qu'on ne peut pas considérer qu'aujourd'hui, il y a quand même des nouvelles demandes qui font qu'une école peut se situer en dehors, finalement, du système classique de Parcoursup, voire même potentiellement des titres ANCP, des grades, parce qu'elle est dans un domaine en pleine expansion. Je pense par exemple à des écoles qui forment dans les métiers de la cybersécurité. Ouais. Voilà. Est-ce que des écoles comme cela Alors, peuvent se situer finalement en dehors du système et pour autant être d'excellentes écoles? votre question est intéressante. Elle pose deux choses. On a nos systèmes d'accréditation qui sont exigeants, bien huilés, qui fonctionnent bien. Par contre, dans des contextes très changeants, sont-ils suffisamment agiles pour pouvoir répondre très vite à la demande? La demande, elle est là. Il faut faire attention au feu de paille. Peut-être que cette super demande en cybersécurité, elle est ponctuelle. Alors, je pense qu'elle sera sans doute durant très longtemps. Hein, ou l'intelligence artificielle. Par contre, l'avantage d'une formation qui confère un grade, c'est qu'il y a à la fois une dimension professionnalisante, nos écoles sont professionnalisantes, mais il y a aussi une dimension, je dirais, socle de connaissances nécessaires pour pouvoir s'adapter aux changements que le jeune rencontrera dans sa vie professionnelle, qui pourra certes être compensé par la formation continue, mais il faut un socle de base. Notre société est de plus en plus technologique, elle est de plus en plus complexe. On dit que le niveau du bac a tendance à baisser. Je veux dire, il y a un socle de connaissances nécessaire à avoir pour permettre une adaptabilité demain dans la vie professionnelle. Et ça, c'est pas la finalité d'une formation qui confère des compétences professionnelles. Les titres RNCP, c'est pour une compétence professionnelle immédiate. Elle ne s'inscrit pas dans le moyen-long terme, ce qui est le cas des diplômes du ministère de l'Enseignement supérieur. Mais il faut quand même que pour les familles, c'est compliqué. Quand elles ont des plaquettes, des brochures, quand elles ont des échanges, que ce soit en visio ou en présentiel, quand on leur parle de titre ANCP, de grade, d'accréditation internationale ou nationale, à un moment donné, on retient qu'une chose, c'est que c'est une accréditation. Oui, vous avez raison. Bon, alors, par rapport à la question que vous évoquiez tout à l'heure, comment faire la part des choses? Alors moi, ce que je dis souvent, voilà, la première des choses, c'est aller sur place, participer aux journées portes ouvertes. Ouais, ça, c'est important. Voir ce que les étudiants en disent en direct, voir le corps professoral, les personnels administratifs, voir à quoi ressemble l'école. Il y a souvent un critère qui est évident, c'est le taux d'encadrement professeur-élève et le taux d'encadrement accompagnant, personnel administratif, élève. Et ça, ce critère-là, dans ces structures qui se sont montées par apprentissage, une école d'ingénieur, la CTI impose un professeur pour 20 étudiants. Dans ces écoles, vous pouvez avoir un professeur permanent pour 200 élèves. Voilà. Donc, j'allais dire, le conseil le plus important que vous puissiez donner, c'est rendez-vous sur place à une JPO pour voir ce qui se passe vraiment. Alors, pour rencontrer les personnes et l'accompagnement, ce qu'il y a de plus essentiel dans la réussite d'un parcours professionnel. C'est-à-dire que, est-ce que je vais avoir des profs permanents qui m'accueilleront quand j'arriverai, qui me suivront pendant les 3 années d'études, qui me donneront un coup de main quand j'aurai un passage à vide. Et ça, l'éducation, c'est une relation d'adulte à adulte et un adulte professeur qui permet à un jeune de grandir. La deuxième chose, c'est effectivement, notamment pour les formations techniques, mais également pour les écoles de management, c'est les infrastructures où je vais apprendre, quelles sont-elles? Et là, vous pouvez avoir des décalages non négligeables. Et justement, ces structures qui se sont montées un peu rapidement, vous mettez 4 tables et 2 ordinateurs et vous dites que vous avez une école. Non, voilà. A fortiori pour des écoles un peu techniques.
Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce monde où le digital, les réseaux sociaux, on en revient quand même au présentiel et à la rencontre physique. Ah, mais là, c'est clair. Philippe Choquet, merci pour cet échange.